Je me suis regardée dans le miroir et je ne me suis pas reconnue. Avec une cicatrice énorme à travers mon visage, je ressemblais à un monstre. Personne ne voudra de moi. Dieu merci, c'était une fausse cicatrice pour participer à une expérience d'un magasin en vogue avec le but de voir si une fille défigurée comme moi peut trouver un copain en 3 jours. Si je réussis, je vais toucher $1000. J'étais d'une famille pauvre. Je n'avais ni fringues branchées, ni téléphone dernier modèle. Je me suis sentie exclue. Être belle mais pauvre, c'était humiliant. Alors j'avais besoin de cet argent. La production m'a interdit de parler de ma fausse cicatrice. Sinon, je perdais tout l'argent. En plus, je devais faire un selfie toutes les 3 heures et l'envoyer pour prouver que ma cicatrice était intacte sur mon visage. Mais j'avais un plan. J'ai caché de la production que j'avais déjà un copain. Alors, fric facile. J'étais sûre de Zach. Il m'a toujours dit qu'il allait m'aimer, quoi qu'il arrive. Alors je suis allée à l'école. Et bien sûr, les gens me jetaient des regards. J'ai vu Zach devant la salle de bio. Il discutait avec ses amis. « Coucou Zach, c'est moi !» Quand il m'a vu, il a reculé. Je lui ai dit que j'avais eu un accident et que je l'aimais. Zach semblait être dégoûté. Il s'est retourné et avant de partir, m'a dit qu'il ne voulait plus d'une fille défigurée. Quoi ? Comment ? Il me disait avant qu'il serait toujours là pour moi. À peine le cours de bio était terminé, j'ai couru aux toilettes. J'ai voulu arracher cette cicatrice. Tout d'un coup, j'ai entendu des voix des filles. Elles parlaient de moi. Zach a laissé tomber cette mocheté. Il avait déjà un rendez-vous avec une pom-pom girl. J'étais trahie et vexée. Il va le regretter. Je suis sortie des toilettes et je me suis dirigée dans la salle de sport où je pensais de trouver Chris, le capitaine d'équipe de rugby. Il se détestait avec Zach. Je voulais conquérir Chris, gagner de l'argent et me venger de Zach en sortant avant que son ennemi juré. J'ai commencé à flirter avec Chris, ma spécialité. Mais il s'est mis à rire. Avant, déjà, il me trouvait pauvre. Maintenant, j'étais pauvre et défigurée. Quel idiot! J'ai voulu partir, mais il m'a coincé. Il a commencé à me photographier avec son téléphone. Ça suffit, Chris. Arrête! Mais il me serrait très fort. Je ne pouvais pas me libérer. Quelqu'un l'a soudain appelé. C'était Cody, l'intello de ma classe. Il a dit que l'entraîneur le cherchait partout. Chris s'est empressé, le laissant libre. J'ai dit à Cody que j'avais pas besoin de lui pour me libérer. Il s'est excusé, disant qu'il voulait seulement m'aider. Il a proposé de m'emmener chez moi. Je ne voulais pas que quelqu'un me voie avec ce loser, mais j'étais pas contre une promenade en voiture. Mais j'ai compris trop tard que c'était un vélo. Pendant le trajet, j'étais morte de honte. Mais c'était mieux que d'entendre les commentaires des gens dans le bus. Cody, la boule, n'arrêtait de me regarder. Mais qu'est-ce qu'il me veut ? Et là, j'ai pensé qu'il était le gars idéal pour cette expérience. Je vais vite charmer ce pauvre garçon. Je vais le présenter comme un copain à la direction. Alors pourquoi pas l'inviter à un rendez-vous romantique ? Je lui ai proposé cette idée. À ma surprise, Cody a refusé. Hésitant, il m'a dit qu'il était occupé ce soir et est vite parti. Je ne croyais pas à mes yeux. Même lui ne voulait pas de moi. Il me restait très peu de temps. Le jour suivant était encore plus pénible. Les gens autour de moi se moquaient de moi et Zach m'évitait. Mais c'est pas grave, je vais survivre. Mon but, c'est cet intello de Cody. J'ai glissé 2 billets de cinéma ainsi qu'un petit mot dans son casier. J'ai écrit que j'allais l'attendre après l'école à la sortie de secours. Cody sera à moi. J'étais confiante. Après les cours, je l'attendais à la sortie. Mais à la place de Cody, une bande de hooligans était déjà là-bas. Ils m'ont aperçu et leur chef m'a arraché le sac à dos de mes mains. J'ai essayé de riposter, mais ils m'ont vite saisi pendant que leur chef fouillait les poches de mon sac. Quand il a compris qu'il n'y avait pas d'argent, il a décidé de balancer mon sac sur un arbre. Je me suis débattue en marchant sur le pied d'un des mecs. J'ai voulu attraper mon sac, mais je me suis tourné le pied et je suis tombée par terre. Cette bande de racailles ont commencé à rigoler quand Cody y apparut de nulle part. Il a mis un gros coup à leur chef et a chassé tout le monde. Une boule ? Plutôt un coup de boule. Il m'a sorti de la boue, m'a pris mon sac et m'a emmené vers son vélo. Quand je lui ai demandé comment il savait faire ça,
Il m'a expliqué qu'il avait fait du karaté auparavant. On a raté le film, donc on a décidé de rentrer en vélo. J'étais pas du tout contre. Au contraire, j'ai bien apprécié le trajet à vélo de hier. Une fois à la maison, Cody m'a fait un compresse qui m'a soulagé la douleur de ma jambe. C'était le moment idéal pour me rapprocher de lui. Je m'apprêtais à l'embrasser quand il m'a arrêté et m'a posé la question sur ma cicatrice. Il me repousse encore ? Mais non, il me regardait avec un air compréhensif. Il comprenait c'était quoi d'avoir un défaut sur le corps. Mais de quoi parle-t-il ? Cody a déboutonné sa chemise. Une énorme cicatrice traversait sa poitrine. J'ai jamais vu un truc pareil. En réalité, Cody a subi une opération de cœur quand il était enfant. La cicatrice n'avait jamais diminué. Il est devenu timide à cause des moqueries. Il a abandonné son activité préférée, la natation. Il n'allait plus à la plage car il ne voulait pas que les autres le voient torse nu. J'ai ressenti une telle honte. Moi, ça faisait que 2 jours et déjà j'en pouvais plus de ces moqueries. Et tout ça pour l'argent. C'était même pas vrai. Mais pour Cody, c'était un vrai problème. Mon téléphone a vibré. Le rappel qu'il ne me restait que 2 jours. Il fallait que je me dépêche. J'ai décidé d'inviter Cody à la plage. Quand il me verra en bikini, il serait immédiatement d'accord pour sortir avec moi. J'ai dit que nos cicatrices ne devaient pas nous empêcher de faire ce qui nous plaisait. Si j'arrive à ne pas avoir honte de mon visage, il ne doit pas avoir honte de son corps. J'avais peur de son refus, mais il m'a demandé le temps pour y réfléchir. S'il refuse, j'ai perdu mon temps et mon argent. Toute la soirée, j'étais très inquiète. Mais tout d'un coup, j'ai reçu un SMS de Cody. Il m'a dit qu'il avait pris du temps à réfléchir. Il allait me prendre demain matin. Le matin du dernier jour de mon expérience avait arrivé. Nous sommes allés à la plage. Je suis restée en maillot, mais Cody semblait très tendu et regardait autour de lui. Je l'ai pris par la main. Je lui ai dit que c'était pas si grave. Il faut se décider une fois pour toutes. Cody alors a enlevé son t-shirt, mais il gardait sa main contre sa poitrine, couvrant la cicatrice comme il pouvait. Et là, un ballon de foot a atterri sous nos pieds. C'était Chris avec sa bande. Ils ont commencé à se moquer de nous en nous traitant de membres de la famille Adams. Cody est devenu rouge comme une tomate, mais moi, je l'ai tiré vers l'eau. Allons nager, loin de ces abrutis. Une fois dans l'eau, Cody était très heureux. La natation lui manquait tellement. Nous avons nagé jusqu'à un grand crochet qui nous cachait de tous. Nos regards se sont croisés. Cody était tout ému. Il m'a avoué qu'il était amoureux de moi depuis l'école secondaire. Je m'attendais pas à ça. Il a voulu m'embrasser. Et moi, j'étais pas contre. Comme soudain, il a changé de visage. Cody, qu'est-ce qui se passe ? J'ai touché mon visage. Ma cicatrice s'est décrochée de mon front. Non ! J'ai essayé de la remettre à sa place, sans résultat. J'ai balbutié à propos de des expériences. Mais il n'a pas voulu écouter. Il a dit qu'il avait tout compris. Je me moquais de lui avec la bande de naze de Chris. Il s'est retourné et il m'a laissé. Cody, attends ! Je suis sortie de l'eau tout en pleurs, comprenant que la seule personne qui a été vraiment gentille avec moi, c'était Cody. Malgré ma cicatrice et ma pauvreté, j'ai tout gâché. Un appel vidéo m'a retourné à la réalité. C'était la production qui me demandait les résultats. Ils ont vu que je n'avais plus ma cicatrice et m'ont dit alors que je n'avais plus aucune chance de gagner. Mais moi, je m'en fichais. J'ai passé 1 heure en pleurs et après, je suis retournée chez moi. Juste après avoir claqué la porte derrière moi, quelqu'un a frappé à la porte. Était-ce Cody ? M'a-t-il vu en rentrer ? Derrière la porte était Zach. Il s'excusait, il m'a dit que j'étais toujours la plus belle fille du monde pour lui. J'aurais juste dû le prévenir de l'expérience et du maquillage. J'ai claqué la porte au nez de ce type. Quel hypocrite, j'étais fâchée et je ne voulais pas entendre ses excuses. En ce moment, j'ai décidé de demander pardon à Cody. Il était pour moi plus important que tout l'argent du monde. Le matin, à l'école, je l'ai cherché partout. Je l'ai trouvé seul et triste, assis sur un banc à la cantine. Je me suis assise à côté. J'ai tout voulu l'expliquer, mais il n'a pas voulu m'écouter. Il s'est levé et a commencé à se diriger vers la sortie. Je ne savais pas quoi faire. J'ai remarqué d'autres mecs me fixant avec intérêt, mais je m'en fichais d'eux. La seule personne qui m'intéressait, c'était Cody. Je me suis dressée sur la table et devant tout le monde, j'ai crié que je m'excusais d'avoir fait du mal à la meilleure personne que j'avais rencontrée. Je voulais être avec lui plus qu'autre chose dans le monde. Mais Cody ne s'est même pas retourné.
était-il vraiment parti de ma vie? Pour la première fois, j'ai vraiment senti ce que c'était de perdre une personne chère. Mais soudain, il s'est retourné, poussant la foule, a monté sur la table et m'a embrassé. Tout le monde autour a commencé à applaudir et à siffler. J'ai mis ma main sur sa poitrine et j'ai senti sa cicatrice. Derrière cette cicatrice, il y avait un grand cœur d'un garçon extraordinaire. Je lui ai soufflé. Peu importe l'apparence, le plus important, c'est l'âme qui se cache dedans. Au même moment, j'ai reçu un texte de la production à propos d'une nouvelle expérience. Je devais passer 1 an dans une relation sans aucune dispute. J'ai accepté et j'ai pensé. Et si je pouvais vivre comme ça avec Cody pour le reste de la vie? J'étais allongée sur une table d'opération dans un garage qui sentait la moisissure. Peut-être qu'il n'était pas trop tard pour abandonner, mais il m'a fallu tellement de temps pour y arriver. Non, je dois devenir une beauté d'animé. Le chirurgien portait un masque sous anesthésie. Tout ce que j'avais à faire était d'inspirer et de me réveiller une nouvelle personne avec un nouveau visage. Tout a commencé il y a 1 mois, lorsque Chris a été transféré dans notre classe. C'est un beau garçon. Des yeux bleus, une frange, il ressemblait à un personnage d'animé. Mais j'ai immédiatement réalisé que je n'allais rien obtenir. J'avais la peau rugueuse, j'étais petite et je ne pouvais même pas mettre 2 mots ensemble à la vue d'un joli gars. Et soudain, Chris, qui s'est dirigé vers son siège, m'a souri. J'ai immédiatement rougi. A-t-il vraiment prêté attention à quelqu'un comme moi? Si c'était le cas, alors j'avais une chance de communiquer avec lui ou même... Mais comment? J'ai immédiatement demandé conseil à Steve, mon voisin et mon seul ami. Mais pour une raison quelconque, Steve s'est affolé et a mormonné que je ne devais pas m'inquiéter. C'était suffisant pour être mon ami. Voilà pour les conseils. Chris s'est instantanément lié d'amitié avec tous les gars cool de la classe. Ils traînaient toujours ensemble et j'avais même peur de m'approcher de lui. Ce n'est qu'à la fin de la semaine après l'école qu'il est resté en classe pendant un certain temps. C'était ma chance. J'ai vu un bel autocollant avec une fille de dessin animé sur son téléphone. Je suis allée vers lui et je lui demandais ce que cela signifiait. Chris a immédiatement répondu avec fierté que c'était l'emblème du fan club d'animé qu'il dirigeait. Je voulais continuer la conversation, mais ensuite Chris a été appelé par des amis de la classe et il s'est enfui. Je l'ai suivi. Mon ami Steve attendait dans le couloir et nous sommes rentrés à la maison ensemble, comme d'habitude. Je n'arrêtais pas de dire que Chris était un otaku. Et puis j'ai une idée folle. Si je ressemblais à une fille de dessin animé après un autocollant, alors c'est sûr qu'il m'aimerait bien. Steve restait silencieux. Étrange, il est généralement plus bavard, mais soudain, il s'est éclipsé. Puisque Chris était si important pour moi, il m'aiderait. Un de ses amis travaillait dans un magasin d'animé, et Steve arrangerait une réduction pour moi. Cool! Je suis allée directement après l'école. J'ai acheté un tas de vêtements différents et une poudre brillante spéciale. Le lendemain, tout le monde de la classe m'a regardée avec incrédulité. J'étais gênée d'être au milieu du couloir dans une tenue de dessin animé toute seule, mais tout cela était pour Chris. Puis Chris lui-même s'est dirigé vers moi. J'étais heureuse, mais il a dit que la tenue ne me convenait pas et que je ressemblais à une parodie de son animé préféré. Il y avait des rires de tout autour. Il avait raison, j'étais moche, j'étais tellement dévastée que je ne suis même pas retournée en classe. Je suis rentrée chez moi, j'ai allumé un animé pour voir ce que j'avais fait de mal. Mais après cela, c'est devenu encore plus douloureux. Les filles de dessin animé étaient belles, avaient des figures parfaites, des petits nez, des yeux énormes. Si seulement je pouvais leur ressembler. En désespoir de cause, je suis allée me laver le visage, puis j'ai vu un feuillet publicitaire dans le panier. Ma mère a dû le ramasser en rentrant à la maison. Ça montrait qu'à l'aide d'un ruban adhésif spécial, on peut ajuster la forme du nez et des yeux. Bingo! Je me suis précipitée au magasin, puis j'ai travaillé toute la soirée le matin. Je rassemblais à ces beautés de l'anime. Le ruban adhésif serrait la peau terriblement. J'avais peur qu'il ne tombe et j'ai touché mon visage discrètement. J'ai croisé Steve dans le couloir, mais au lieu de me complimenter sur la façon dont j'avais changé, il m'a demandé, abasourdi, ce que je m'étais fait. Lâche-moi, Steve. Tu ne comprends rien. Le cours d'éducation physique commençait. Quand je suis apparue dans ma salle, tout le monde a allaité. Et Chris s'est immédiatement approché de moi et m'a même proposé de courir ensemble. Ça a marché. Nous avons bavardé et j'ai essayé de ne pas montrer mon excitation. Mais quand Chris m'a invité à une fête dans 3 semaines, j'ai failli tomber. Bien sûr, je lui ai dit oui. Nous avons fait un cercle autour du gymnase. Je transpirais. La sueur coulait même sur mon visage. Et puis Chris m'a regardé bizarrement. Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est avéré que ce fichu adhésif s'était décollé et qu'il pendait. C'était un échec. J'ai essayé de me détourner, j'ai prudemment demandé à Chris si son invitation était toujours valable.
Mais il se contentait de sourire et de dire effrontément que maintenant il m'inviterait si seulement je me faisais faire de la chirurgie plastique. Il était sûr que cela ne m'aiderait pas non plus. Puis il est parti tout audacieux. J'étais désespérée. À la maison, je me suis enfermée dans ma chambre et j'avais même peur de voir mon visage hideux dans le miroir. Soudain, on a frappé à la porte et je me suis précipitée pour l'ouvrir. C'était peut-être Chris qui était venu s'excuser, mais bien sûr que non. Comment j'étais naïve. Steve se tenait sur le seuil de la porte, des fleurs à la main. Il n'arrêtait pas de dire que j'étais belle, ce qui me mettait encore plus en colère. Je suis laide et tu dois avoir un médecin pour vérifier ta vue. Il voulait dire autre chose, mais dans un moment de colère, j'ai claqué la porte. J'ai éteint mon téléphone et je regardais un dessin animé pendant des jours. Je n'arrêtais pas de penser à Chris. Je rêvais de lui et je me suis même réveillée en créant son nom. Il semblait m'obséder, ou alors j'étais malade. Bientôt, YouTube m'a donné une nouvelle vidéo. L'héroïne de l'émission était une femme qui avait subi une douzaine d'opérations chirurgicales. Elle ressemblait à un monstre. Ouais, c'est ça. Après tout, on peut probablement se faire passer pour n'importe qui. Mais pour une personne d'animé aussi. Et puis la pensée de l'opération m'a pris au sérieux. Et je me suis immédiatement rappelé les derniers mots de Chris. La fête était dans 2 semaines. Je vais y arriver. Et puis Chris serait à moi. Le lendemain, je me suis empressée d'appeler les cliniques. Mais personne ne voulait m'opérer à cause de mon âge. Eh bien non, je n'abandonnerai pas. Je suis entrée dans le darknet. Ici, je pourrais certainement tout trouver. Et je suis tombée sur un médecin. Il travaillait illégalement. J'avais peur, mais j'ai décidé de l'appeler quand même. Le médecin acceptait de m'opérer, mais cela allait me coûter 500 $. Où est-ce que je pourrais trouver autant d'argent? Puis, je me suis souvenu que dans le magasin d'animés, où j'avais acheté les vêtements, il y avait une annonce. Urgent, besoin animateur. Je me suis précipitée. Mais il y avait déjà toute une foule de jeunes qui rêvaient d'obtenir ce poste. C'était de l'argent facile. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'appeler Steve. Le magasin était tenu par une de ses connaissances. Je lui ai menti en lui disant que j'avais besoin d'argent pour acheter des jolies chaussures de dessin animé. Steve a écouté en silence et a dit sèchement qu'il m'aiderait, mais seulement si je l'ai le fait avec lui et pas avec Chris. J'ai failli m'étouffer. Nous sommes amis, mais il n'y avait rien à faire et j'ai accepté. 1 heure plus tard, je portais déjà un costume de Totoro. C'est l'un des héros cultes du dessin animé. Si je distribuais des brochures pendant 12 heures par jour, je récolterais sans problème la quantité nécessaire en 1 semaine. Mais après 1 heure dans la rue, j'étais prête à abandonner. Il faisait très chaud dans le costume. En plus, personne ne m'a pris un seul tract. À un quartier plus loin du magasin, je suis tombée sur un champ de foire. J'ai rencontré un grand succès. Les brochures étaient en train d'être volées, mais soudain, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Je me suis tournée pour voir un homme énorme dans un costume Totoro similaire qui se tenait devant moi. Il m'a dit que c'était son territoire et que je ferais mieux de partir. Je ne pense pas, maudit Totoro. Puis, une bagarre éclatait entre nous. Nous étions à terre, tortillant maladroitement dans les costumes, jusqu'à ce que notre patron arrive en courant. Je pensais qu'il allait punir ce salaud, mais il m'a jeté dehors sans me payer 1 centime. Je suis rentrée chez moi en courant, en m'étalant de la sueur, de la saleté sur le visage. Et où pourrais-je gagner de l'argent pour l'opération? C'est fini. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai automatiquement cherché des vêtements propres dans le placard. Et puis, les vêtements d'animé du magasin me sont tombés dessus, d'où j'étais expulsée en disgrâce. J'ai frissonné de haine pour le patron. J'ai travaillé toute la journée dans un costume stupide et il ne m'a même pas payé. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Le temps était court et j'avais besoin d'argent pour l'opération. Et puis je me suis souvenue que lorsque je me changeais, il fermait la caisse et qu'elle était pleine d'argent. Je crois que j'ai un plan. Et à ce moment-là, Steve a appelé. Juste à temps. Je lui ai tout dit. Je n'ai pas été payée dans ce foutu magasin. Ce qui voulait dire qu'il ne ferait pas la fête avec moi. Sauf s'il m'aidait avec le braquage. Steve était horrifié et a essayé de m'en dissuader. Alors je l'ai traité de lâche et j'ai raccroché. Le beau Chris ne se comporterait certainement pas ainsi. Eh bien, je le ferai moi-même. J'ai trouvé un pied de biche en fer dans le garage de mon père et je suis allée au magasin ce soir. Après avoir attendu que le patron ferme la porte à clé, j'ai mis le masque du méchant de l'anime Shishio Makoto et je me suis glissée à la fenêtre. Et puis quelqu'un m'a pris par l'épaule. J'ai été stupéfaite par la peur. Steve se tenait derrière moi. Il m'a pris le pied de biche en disant que tout le quartier viendrait en courant au son du verre. Il m'a tendu les clés. Il a réussi à les voler à son ami. « Waouh, Steve, tu as décidé de m'aider ?» Nous sommes rapidement rentrés dans le magasin. J'ai pris l'argent et nous sommes immédiatement partis. 1 demi-heure plus tard, nous rentrions à la maison en marchant dans le parc. Et j'étais si heureuse. Dans ma joie, j'ai même dit à Steve que maintenant j'en avais suffisamment pour l'opération. Je serais une vraie fille de dessin animé. En entendant cela, Steve est devenu pâle. Il a dit qu'il comprenait tout. Je l'ai utilisé. Après quoi, Steve s'est retourné et est rapidement rentré chez lui.
Pendant une seconde, je me suis demandé si j'avais fait le bon choix avec Steve. Mais j'ai essayé de repousser toutes ces pensées. Bientôt, Chris apprécierait mes efforts. Et je ne m'inquiéterais certainement plus. Le lendemain, je suis allée voir le chirurgien. J'ai exhalé et je suis rentrée dans le garage au moment de l'opération devait avoir lieu. Quel trou minable. J'espérais ne pas être infectée par quelque chose ici. La lampe a clignoté, le masque anesthésique ressemblait à un instrument de torture. Je me suis allongée sur la table et j'ai fermé les yeux. Et le chirurgien m'a mis un masque sous anesthésie. Est-ce que je vais vraiment faire ça pour un type? Me suis-je dit à la dernière seconde? Soudain, il y a eu un crash. Quelqu'un a enfoncé la porte. C'était Steve. Il a crié au chirurgien de s'éloigner de moi et qu'il allait appeler les flics, me traînant pratiquement hors du garage. J'ai résisté, mais Steve a alors sorti son téléphone de sa poche. Quel genre d'absurdité était-ce? Mais ensuite, j'ai vu comment, dans une nouvelle vidéo, Chris se moquait de mes photos en costume d'animé devant ses amis. Il a dit que je l'avais énervé en essayant constamment de devenir une fille de dessin animé, mais que j'étais juste un monstre. Quelque chose en moi s'est brisé. Oh mon Dieu! Tout ce temps, il se moquait de moi. Et j'ai failli me défigurer. Mais les flics sont arrivés en courant dans le noir et ont menotté Steve. Le propriétaire du magasin d'animé l'a reconnu grâce aux images de la caméra et Steve a été retrouvé. Non, attendez! J'ai vu Steve être conduit au loin et je savais qu'il a fait tout ça pour moi. Mais maintenant, ils allaient l'emmener à la police à cause de moi. J'ai pris ma décision et j'ai crié aux flics que j'avais poussé Steve à le faire. Après cela, on nous a emmenés ensemble au poste de police. J'avais très peur que nous soyons envoyés en prison, mais comme nous étions mineurs, on nous a finalement donné un mois de travail correctionnel. Le premier jour, nous avons transporté des sacs d'ordures. Mais même ici, Steve a essayé de m'aider. À la fin de la journée, il a commencé à pleuvoir et nous étions épuisés à attendre le bus. On aurait dit une scène de Totoro. Je voulais le dire à Steve, mais il s'est soudain tourné vers moi et m'a embrassée. Et soudain, malgré mon apparence, je me suis sentie la plus heureuse du monde. Et j'ai réalisé que pendant tout ce temps, il y avait une personne qui m'appréciait et m'acceptait pour ce que j'étais. J'ai pleuré de bonheur, et à ce moment-là, le bus est arrivé. Vous avez aimé la vidéo? Alors abonnez-vous et mettez un like. Merci. Les aides-soignants tenaient fermement mes mains sur la table d'opération, et le chirurgien était déjà en train d'administrer l'anesthésie. J'ai essayé de m'éloigner en criant « Je ne veux pas être une fille ». Attends, mais je m'évanouissais point et c'était la faute de mes parents. Nous n'avons jamais été une famille riche, car avant même ma naissance, papa a perdu tout son argent au casino. Quand maman l'a appris et a réalisé que l'enfant serait élevé dans la pauvreté, son cœur malade ne l'a pas supporté. Elle est tombée gravement malade. Malgré cela, maman a toujours essayé de me donner le meilleur. Pendant que papa cherchait un emploi à temps partiel, elle était là. J'ai donc décidé que je ne supporterais pas de la voir souffrir. Je voulais gagner beaucoup d'argent et aider mes parents à sortir de la pauvreté. Dès que j'ai terminé l'école, j'ai décidé d'aller à l'usine. Il payait bien et aucune éducation n'était requise. Mais lorsque je suis allé voir le patron et lui ai expliqué que je voulais travailler pour lui, il m'a soudainement rionné et m'a dit qu'il n'avait pas besoin de garçons aussi frêles et efféminés. C'était comme si on me giflait en plein visage. J'ai serré les poings de frustration. Oui, je n'étais pas un beau mec musclé, mais pourquoi m'insulter? Déçu, je suis rentré à la maison. Mes parents chuchotaient dans la cuisine. Papa était en train de convaincre maman de quelque chose. J'étais méfiant, et puis j'ai entendu un passage « Nous allons enfin devenir riches ». Je me suis immédiatement souvenu que maman m'avait raconté qu'avec les mêmes mots, papa avait tout enlevé de la maison, de la télévision à la vaisselle. À cause de sa dépendance, nous sommes devenus des mendiants. J'avais rarement de nouveaux vêtements et j'allais à l'école en haillons. Par conséquent, mes camarades de classe ne manquaient pas l'occasion de m'offenser, me traitant de rat des rues. J'ai toujours voulu sortir de la pauvreté. Après tout, ce n'est qu'à cette condition que nous serions enfin heureux. J'ai soupiré. Tout était entre mes mains. Et le matin, je suis allé chercher un emploi de serveur. Bien que le salaire soit bas, j'espérais un bon pourboire. Mais même là, le patron m'a demandé avec scepticisme si j'avais de l'expérience. Mes paumes étaient en train de transpirer tandis que je répondais tranquillement que je n'avais jamais travaillé auparavant. Mais le patron a gloussé, « Tant pis, vous serez à l'essai ». Je me suis mis à sourire. Je l'ai eu. Enfin, nous allions sortir de la pauvreté. J'avais envie de sauter de joie et de courir immédiatement à la maison pour tout raconter à maman, nous serions heureux. Mais soudain, papa m'a arrêté sur le seuil. Il avait un cadeau pour moi. Un cadeau? Papa m'a immédiatement tendu une grande boîte. J'ai hésité à l'ouvrir et quoi? C'était une blague? Il y avait une perruque de femme à l'intérieur. Papa, tu as complètement perdu la tête?
Il n'y a pas d'argent, et tu le gaspilles pour rien. Je me suis mis en colère et suis allé dans ma chambre. J'ai passé la semaine suivante au café à faire de mon mieux, rester tard, essayer de satisfaire les clients autant que possible, de sorte que je me retrouvais constamment avec de gros pourboires. Je cachais tout ce que je gagnais dans le casier du vestiaire, et bientôt une bonne somme d'argent s'y est accumulée. Assez pour payer les dettes. Après le travail, je suis rentré à la maison inspiré et j'ai encore vu papa avec des yeux brûlants convaincre maman, ça va vraiment marcher, on va enfin avoir de l'argent. J'ai serré les poings. Est-ce qu'il parlait encore du casino ? Je suis immédiatement allé vers eux et j'ai crié que nous n'avions besoin d'aucun de ces systèmes de super gains. Je gagnais mon argent de manière honnête, et juste à temps, dans une semaine le délai de paiement expirait, nous pouvions perdre notre maison. Mais papa juste gloussé d'incrédulité, eh bien, où est ton argent honnête ? Je n'en vois pas. J'ai serré les dents. Tu les verrais demain. Le matin, je suis allé directement au travail et au vestiaire. Mais dès que je suis arrivé au vestiaire, mon cœur s'est effondré. La serrure était ouverte. Je me suis souvenu que j'avais verrouillé le casier. Avec des mains tremblantes, j'ai ouvert la porte, il n'y avait pas de cachette. J'ai immédiatement fouillé dans toutes les affaires, mais en vain. Le désespoir m'a envahi. Quelqu'un a tout volé. Ce n'était pas censé rester impuni. Je suis immédiatement allé dans le bureau du patron. Mais dès que je lui ai dit, il m'a rétorqué que c'était ma propre faute. Je commençais à être un peu anxieux. C'était mon argent. Il fallait trouver le voleur. Mais le patron a juste dit que j'agissais comme une fille, et que j'avais la même apparence. Je ne pouvais plus le supporter. Comment a-t-il osé dire ça? J'ai crié de colère qu'il était un idiot qui ne se souciait pas de ses employés. Mais il ne semblait pas du tout se soucier de moi. Vous êtes viré. A lâché le patron. Et seule cette phrase m'a ramené à la réalité. J'ai essayé frénétiquement de me justifier, mais le patron était inflexible. C'était la fin. J'ai perdu mon travail et mon argent. Que dois-je dire à mes parents? Quand je suis entré, papa a demandé où était l'argent, et j'ai détourné le regard, confus. Il a tout compris et a souri triomphalement. Il a ajouté d'un air moqueur, « Fils, va essayer la robe. Bientôt tu ne porteras plus que… » De quoi parlait-il? Il se moquait de moi. Mais pour une raison quelconque, maman hésitait. Mon Dieu, à quel point pouvait-elle faire confiance à papa? Après tout, il a seulement promis de gagner de l'argent et puis il a tout perdu. Je n'ai rien dit et suis retourné dans ma chambre en claquant la porte derrière moi. Je n'ai pas pu dormir de la nuit à cause de mes pensées lancinantes. Où pourrais-je trouver l'argent maintenant? Comment pourrais-je payer nos dettes? Je ne m'endormais que le matin. Papa m'a réveillé et m'a dit que maman devait aller d'urgence à l'hôpital pour prendre des médicaments. Et il n'avait pas le temps, il devait aller au prochain travail à temps partiel. J'ai vite fait mes bagages et je suis sorti. Maman m'attendait déjà à l'arrêt de bus, et nous sommes montés ensemble dans le bus. Nous avons conduit plus longtemps que d'habitude, et maman était assise là avec une expression de douleur sur le visage. J'ai pris doucement sa main et lui ai demandé si tout allait bien. Maman a frémi et m'a regardé d'un air plutôt triste. Elle a commencé à dire quelque chose, mais elle a hoché la tête et s'est retournée vers la fenêtre. Lorsque nous sommes arrivés à la clinique, j'étais confus. C'était moderne, grand, et pas du tout comme un hôpital ordinaire. C'était un peu bizarre. Nous sommes allés à l'intérieur. La route était longue et je devais aller aux toilettes. J'ai demandé à maman d'attendre dans le couloir, puis je me suis dirigé vers les toilettes. Un sentiment étrange ne m'a pas quitté une seule seconde. Je suis allé au lavabo pour me laver le visage quand quelqu'un m'a appelé. C'était un jeune homme, mais très féminin. Sa voix était haute, sa taille était étroite, et ses traits ressemblaient plus à ceux d'une fille. Le gars a demandé: « Oh, tu étais une fille, aussi ?» La question m'a troublé. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Puis le type a expliqué avec impatience: « Vous êtes ici pour une opération de changement de sexe. » Quel genre de changement de sexe? Je n'ai rien compris. On était dans l'habituel. Attends. Puis des images ont défilé devant mes yeux. Comment papa m'a donné une perruque et fait allusion à des robes. Comment il a persuadé maman de faire quelque chose. Cela signifiait… J'ai regardé avec horreur le gars qui avait l'air très féminin. Et il avait des seins? Oui, c'était une fille. Ce n'était pas un hôpital, mais une clinique de chirurgie plastique. Est-ce que mes parents voulaient changer mon sexe? J'ai couru dans le couloir. Non, je n'ai pas accepté l'opération. J'avais presque atteint la sortie quand papa est apparu à l'entrée et, me voyant, a crié: « Attrapez-le !» Oh, non. L'un des aides-soignants m'a bloqué le passage, et l'autre m'a tordu les mains. Je n'ai même pas eu le temps de réagir qu'il me traînait déjà dans le couloir. J'ai essayé de m'éloigner, mais juste avant d'entrer dans un bureau, j'ai croisé le regard de maman. Elle était presque en train de pleurer, mais elle n'allait pas me sauver. J'ai commencé à me débattre, mais les aides-soignants m'ont traîné dans la salle d'opération et m'ont mis sur la table. Je ne veux pas être une fille. Attendez, je criais, mais le médecin était déjà en train de m'anesthésier. Je sentais mes paupières s'affaiblir,
et je me débattais moins chaque seconde. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette salle d'opération. J'ai abandonné et j'étais sûr que je me réveillerais en fille. Mais à ce moment-là, maman a couru dans la salle d'opération, les larmes aux yeux. Elle a crié pour arrêter l'opération. Puis, soudain, elle s'est serré le cœur et est tombée par terre. Mon estomac s'est tordu de terreur. Maman, non. Je voulais tellement l'aider, mais l'anesthésie faisait déjà effet. Je suis revenu à moi dans la salle et je me suis vaguement souvenu de ce qui s'était passé. Oh, mon Dieu, maman. J'ai immédiatement sursauté, la cherchant des yeux. Et puis quelqu'un a attrapé mon bras. Je me suis retourné, c'était maman. Elle était assise à côté de moi, et ses yeux étaient pleins de larmes. Papa était là aussi, et il semblait un peu abattu. J'ai poussé un soupir de soulagement. Maman, je suis si heureuse que tu ailles bien. En réponse, elle a caressé doucement mes cheveux. Fils, je suis désolé, a sangloté maman, on ne voulait pas te faire ça. Le soulagement a été remplacé par le ressentiment. Pourquoi voulait-il changer mon sexe? Papa a soupiré. Il avait rencontré un homme dans un bar il y a quelques semaines. Il a dit qu'il cherchait une belle fille, et que si papa lui en amenait une, il donnerait à la famille une grosse somme d'argent. Quel genre d'absurdité c'était? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Puis papa a hésité, j'étais très féminine et belle. Le seul obstacle était mon sexe. Il a eu du mal à convaincre maman de le faire. Mais quand elle a entendu mes cris, elle a su qu'elle avait fait une erreur. C'était bien que l'opération soit arrêtée. Après tout, l'homme s'est avéré être un fraudeur. Avec un tel plan, il a simplement trouvé de belles filles. J'étais sous le choc. Alors papa voulait faire de moi une fille pour l'argent? Je ne pouvais pas le croire. Mais je ne pouvais pas être en colère contre les larmes de maman. Elle avait fait tellement pour moi. J'ai soupiré et souri de façon rassurante. L'essentiel était que les parents réalisent leur erreur. Après notre sortie de l'hôpital, nous nous sommes rendus au poste de police. Les policiers ont immédiatement mis au point un plan pour l'attraper. Papa a organisé un rendez-vous avec le fraudeur. Il a dit qu'il avait trouvé la fille et qu'il allait la lui amener. Et j'étais la fille, portant une perruque et une nouvelle robe. Cependant, le fraudeur n'a pas eu le temps de vérifier ma beauté. Et nous, ayant reçu une récompense substantielle pour l'aide apportée par la police, avons immédiatement remboursé nos dettes et payé le traitement de maman. J'ai toujours pensé qu'on ne serait heureux qu'avec de l'argent. Mais maintenant, j'ai compris que le bonheur, c'est une famille, des gens qui seront toujours là, et pas du tout la richesse. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et aimez-la, soutenez la chaîne. Merci. Je marchais sur la corde à une hauteur de 10 mètres. Le public arrêta de respirer. Une gymnaste aveugle fait des acrobaties sans protection. J'ai fait un salto, mais à cause de mes lentilles, j'ai failli tomber car je voyais rien. La vague des applaudissements a fait trembler tout le cirque. Une fois dans ma loge, je me suis jetée vers le miroir. Vite, il faut enlever ces stupides lentilles blanches. Ça fait croire aux gens que je suis aveugle. Quel mensonge! Mon père, le directeur du cirque, est persuadé que le public va payer 3 fois le prix des billets pour voir une gymnaste aveugle faire des acrobaties mortelles. Après la mort de ma mère, mon père a perdu toute sa raison. Il m'a forcé de me faire passer pour une aveugle. Je rêvais de devenir une star planétaire. Mais mon père m'a posé une condition. Si je veux vivre ma propre vie, je dois lui payer 100 000 $. Une somme incroyable pour moi. Mon père est passé me voir. D'un air très mécontent, il m'a jeté quelques billets dans mon visage et a dit qu'à cause de mon air nonchalant, le public ne payait pas beaucoup. Quelqu'un a frappé à la porte. J'ai vite mis mes lunettes noires. Derrière la porte était un jeune homme grand aux cheveux bouclés. Il était tellement beau que j'ai failli me trahir. Il s'appelait Ed, il travaillait pour l'association d'aide aux personnes non-voyantes. Il a dit que son association a reçu 100 000 $ pour payer une opération pour quelqu'un. Je comprenais pas ce qui se passait, mais mon père a vite réagi. Il a commencé à serrer la main d'Ed en le remerciant. Il a rajouté qu'Ed devrait revenir demain matin pour partager le petit déjeuner avec nous. Ed semblait être aussi surpris que moi, mais il a accepté. Dès que Ed est parti, mon père a dit que je dois faire tout mon possible pour obtenir cet argent. De l'autre côté, j'ai enfin une chance de partir loin et réaliser mon rêve. Le lendemain matin, Ed était chez nous. À table, il nous a annoncé que le nombre des candidats est considérable et qu'il y a un grand risque de tomber sur les gens qui trichent. Il voulait m'interroger davantage sur ma maladie. À ces mots, mon père m'a fixé d'un regard lourd. J'ai vite répondu que j'étais d'accord. Ed a senti la tension et m'a proposé de faire une promenade. Une fois dehors, il n'arrêtait pas de me lire les conditions sans faire vraiment attention à moi. J'essayais de toutes mes forces de paraître charmant. Mais sa question sur les relations entre ma mère et moi m'a vite coupé la parole. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» m'a-t-il demandé. Alors j'ai raconté que ma mère était une gymnaste et elle est morte dans un accident entre moi
pendant ce numéro d'acrobatie. C'était à cet instant que j'ai décidé d'être une star. Pour ma mère. J'ai fini mon histoire quand, tout d'un coup, un gars en vélo m'a éclaboussé debout. « C'est pas la voie pour les vélos ici !» j'ai exclamé. Ed s'est arrêté. Comme s'il avait un doute. Il m'a demandé comment j'ai su que les gars étaient en vélo. Je lui ai menti qu'après ma perte de vue, mon ouïe s'est perfectionnée. Ed m'a regardé attentivement. A-t-il compris que je mentais? Puis, mon alarme a sonné. C'était temps pour mon entraînement. Je dois travailler dur pour être une star. Soudain, Ed a dit qu'il m'accompagnera. Il ferait une vidéo de mon entraînement pour la fondation. J'étais surprise, mais j'ai accepté. Sûrement, ça devrait m'aider à gagner cet argent. J'étais très inquiète, car je ne faisais jamais semblant d'être aveugle pendant que je m'entraînais. Cette fois-ci, je devrais être prudente. Sous le dôme du cirque, j'ai fait les tours d'acrobatie les plus audacieux. Ed m'a regardé avec fascination pour 3 heures. Le soir, quand je suis rentrée, mon père m'a bombardé de questions. Est-ce que j'ai reçu l'argent? Après de tout lui avoir dit, il m'a crié que j'étais stupide. J'ai dû me trahir. J'étais si blessée. Papa, j'essaye de mon mieux. En larmes, j'ai couru vers ma chambre. Le lendemain matin, mon père rentra dans ma chambre sans frapper. Il m'a dit de m'habiller. Ed m'attendait en bas. Mon père ne me laisserait pas manquer une deuxième chance. Quand je suis descendue, Ed m'a félicité pour ma persévérance et a ajouté que l'entraînement, c'était l'entraînement, mais que j'avais besoin de me détendre. Il a décidé de m'amener à l'océan. Je ne croyais pas à mes oreilles. C'était seulement 3 heures de route, mais mon père ne m'avait jamais amenée. En route, Ed m'a dit qu'il avait grandi dans un orphelinat. Mais le moment qu'il a obtenu son diplôme, il s'est empressé à découvrir le monde. Même maintenant, il économisait pour un voyage autour du monde. C'était pour ça qu'il travaillait à mi-temps à la fondation. Tout ça m'a fait penser. Je ne suis jamais sortie de ma ville. J'ai passé tout mon temps libre à m'entraîner. On s'est arrêté à la station-service pour de l'essence. Et puis, j'ai aperçu quelque chose dans la boîte à gants. Serait-ce un badge de police? Mince, si Ed était un policier et qu'il essayait de me tester tout ce temps, il allait vite savoir de ma déception. Mon père et moi pourrons se retrouver en prison. En entendant Ed, j'ai vite fermé la boîte à gants. Le plus important, c'était de faire comme si de rien n'était. On est resté assis dans le silence, à côté de l'océan. J'avais peur de dire quoi que ce soit et Ed avait l'air de penser. Soudain, il m'a demandé quand était la dernière fois que j'ai nagé. Pourquoi cette question? Puis, Ed m'a pris la main et m'a guidée vers l'eau. Je ne voulais pas, j'allais être trempée. Mais il m'a dit que ça me ferait du bien et que rien de mal se passera avec lui. On a sauté dans les vagues et Ed ne m'a jamais lâché la main. Pour la première fois dans plusieurs années, je me suis amusée. Quand on a rejoint la terre, Ed a reçu un appel. Il a raccroché et m'a dit, à voix basse, que la fondation m'avait refusé l'argent pour l'opération. J'étais silencieuse et les larmes me sont venues aux yeux. Mais pourquoi? Ed m'a rassurée. Je pense qu'ils ont donné l'argent à un gamin. Mais il m'a dit qu'il était stupéfié par mes persistances et qu'il était sûr que je valais cette opération. Il était triste que la fondation n'avait pas de bourse pour moi. Je suis retournée à la maison, ne sachant pas comment le dire à mon père. La chambre était sombre quand je l'ai aperçu. Il était assis sur le fauteuil et me fixait. J'ai fondu en larmes. Papa, la fondation a refusé de m'aider. Mon père était si fâché qu'il m'a dit que comme j'ai raté la bourse, j'allais prétendre être aveugle pour le reste de ma vie, destinée à nettoyer les enclos des éléphants chaque soir. Plus de gymnastique. J'étais choquée. Papa, pourquoi tu me fais ça? J'ai passé la nuit, frustrée et les poings serrés. Qu'allais-je faire? Mon père ne me laisserait jamais partir sans l'argent, et je n'allais surtout pas renoncer à mon rêve. Désespérée, j'ai appelé Ed. Il a vite répondu et m'a dit qu'il voulait m'appeler. J'ai tout de suite avoué que j'avais besoin d'aide. On devait se rencontrer urgemment. Ed était silencieux, mais soudain, il m'a dit qu'il viendrait me chercher dans 1 heure. Une voiture a klaxonné dehors. J'ai passé la chambre de mon père, et je suis descendue à la cour. Je me suis assise, et Ed m'a dit qu'on ne pouvait pas parler ici. Je devais me calmer. On est arrivé à un bâtiment, c'était un restaurant de route. On s'est précipité dedans et on s'est assise à une des tables. Ed m'a commandé du thé. Mon Dieu, comment j'allais tout lui dire? C'était terrible, mais je savais que personne pourrait m'aider, sauf Ed. Quand j'ai eu le courage de parler, Ed m'a interrompu. Il m'a donné de l'argent en disant qu'il avait économisé pour son voyage autour du monde. Ed a dit que tout cela suffirait pour que je vive la vie que je voulais. Et puis, j'ai entendu la sonnerie derrière moi. J'ai vu mon père à la porte d'entrée.
Pas encore. Il s'approcha. Je me préparais au pire. Soudain, mon père s'est arrêté. J'ai compris qu'il avait vu l'argent sur la table. J'ai pas eu le temps de réagir lorsque mon père s'est jeté sur l'argent et m'a dit de revenir avec lui, laissant Ed abasourdi. Dans la voiture, il a recompté les billets. Il s'est retourné et m'a dit qu'au final, il n'allait pas me laisser partir. Je pourrais lui apporter plus d'argent en jouant le rôle d'une gymnaste aveugle. Et l'entretien du cirque coûtait cher. « Papa, tu ne peux pas me faire ça !» J'étais hors de moi. Le sang me montait à la tête. Mon père resta impassible. Je n'étais qu'une enfant pour lui et je devais travailler au cirque selon sa volonté. J'avais les larmes aux yeux. Mon rêve s'était brisé. Mais pire encore, j'avais trahi Ed, la seule personne qui était gentille avec moi. C'était décidé. J'allais lui rendre son argent et partir loin de mon père et le cirque et tout ce qui me tirait vers le bas. Le matin, j'ai entendu la porte claquer. Mon père était parti. Vite, je dois réagir. Il fallait ouvrir le coffre, mais c'est pas facile avec des mains tremblantes. Tout doucement, j'ai commencé à taper les chiffres au hasard. L'anniversaire de mon père? Faux. Peut-être celui de maman? Encore faux. Après le 3e essai, l'alarme allait se déclencher si j'avais tort. Bon, tapis, j'ai tapé les chiffres. C'était les dates de mon anniversaire. La porte s'est ouverte. Ça a marché. J'ai rattrapé l'argent. Et là, j'ai entendu la clé dans la serrure. Mon père était de retour. J'ai vite caché l'argent dans mon sac. Mon père m'attendait en bas pour aller au cirque. Je tremblais de peur. Jamais dans ma vie avais-je désobéi à mon père. J'ai décidé de m'évader juste après le spectacle. Mon numéro a été annoncé. Une fois sous les projecteurs, j'ai remarqué Ed assis au fond de la salle, me fixant droit dans les yeux. Je me suis arrêtée pour une seconde. La corde tremblait sous mes pieds. Et en ce moment, je me suis rappelée de ce qu'il m'a dit. Tu peux vivre comme tu veux. Je suis descendue. J'ai pris le micro et devant le public, j'ai enlevé mes lentilles blanches. Tout le monde était sous le choc. J'ai tout avoué. Je ne pouvais plus continuer de mentir. Mais une rencontre m'a fait changer ma vie. À ce moment-là, mon père s'est dépêché vers moi. Fou de rage, il criait et m'insultait. Il était déjà tout près de moi. Quand soudain, j'ai vu la police arriver. Ils étaient là pour moi. J'en étais sûre. Ils allaient m'arrêter. Mais non. Ils ont mis les menottes à mon père, qui continuait à crier. Mais qu'est-ce qui se passait? Ed est arrivé et je l'ai supplié de me pardonner. Je lui ai dit que depuis que j'ai trouvé sa plaque de flic dans la boîte à gants, je vivais dans l'angoisse qu'il m'arrête et qu'il me conduise à la police. Ed s'est mis à rire. Il m'a dit que cette plaque était fausse pour faire farce à son pote. Je n'arrivais pas à y croire. Ed avait tout deviné. Depuis un bon moment, il attendait que je lui dise la vérité. Et après mes aveux, il a compris que s'il s'était pas trompé sur moi, il attendait un moment pour m'inviter à partir avec lui à faire le tour du monde. Et le bon moment est venu puisque j'étais enfin libre. Je vous raconte cette histoire en regardant les vagues de l'océan Pacifique. Ed est à mes côtés et nous avons déjà visité 50 pays. Pour accomplir mon bonheur, ce matin, j'ai reçu une lettre d'acceptation dans une des meilleures écoles de cirque. J'espère devenir une star d'acrobatie comme ma maman et faire son numéro en sa mémoire. Avec des mains tremblantes, j'ai retiré les bandages de mon visage. Le public du concours de beauté s'est figé. « Tu es la meilleure !» criait ma mère depuis le premier rang. Finalement, j'ai ouvert mon visage et le public a halté. Et ma mère a soudain serré son cœur et est tombée. « Non, ce n'était pas censé de se terminer comme ça !» Et tout a commencé par une lettre il y a quelques semaines. Chère Marie, nous sommes heureux de vous informer que vous avez réussi l'examen. J'ai eu le souffle coupé. J'ai été acceptée dans l'université la plus prestigieuse du pays. Depuis l'enfance, je voulais devenir biologiste et je rêvais d'avoir mon propre laboratoire. Mais ma mère était plus intéressée par la tenue que j'allais porter à l'école et par la couleur des cheveux qui était à la mode cette saison. Elle était obsédée par le look, contrairement à moi. C'est pour cette raison que nous nous disputions constamment. Pourquoi, lorsque j'ai reçu la lettre, je ne me suis pas précipitée chez ma mère. Mais je soudain réalisé que sans ses signatures sur les documents, je ne serais pas acceptée. Je pourrais peut-être les avoir pendant son spa du soir. Ma mère allait le signer sans regarder et c'était fini. C'est réglé. J'ai marché prudemment vers maman. Elle était assise sur une chaise de massage portant un masque au concombre. Elle était si détendue qu'elle ne remarquerait rien. Je lui ai tendu le document. C'est pour un cours de biologie, il me faut une signature. Mes paumes transpiraient d'excitation mais j'ai tenu bon. Maman a dit qu'elle allait le signer. Mais d'abord, une surprise. Une surprise ?
J'étais nerveuse. D'habitude, je n'aimais pas les cadeaux de maman. Tu vas rentrer dans un concours de beauté, a-t-elle déclaré avec joie. C'était une blague. J'avais des choses plus importantes à faire. Et puis maman a enlevé les concombres de ses yeux et a commencé à lire attentivement les documents. Oh non! Maman était silencieuse et mon cœur battait la chamade. Les minutes se sont écoulées sans fin. Et soudain, elle a souri. Quoi? Elle n'était pas en colère? Ma mère a calmement dit que je pouvais aller à l'université, mais à une condition. Je devais gagner le concours de beauté. Quoi? Les scientifiques ne marchent pas sur la piste en bikini. J'ai couru vers ma chambre en claquant la porte derrière moi. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Dans sa jeunesse, ma mère participait constamment à des concours, mais elle n'a jamais réussi à obtenir la première place. Elle était alors enceinte de moi et le jury a considéré qu'elle était en surpoids. Maintenant, elle voulait s'en prendre à moi, et si je refusais, au revoir l'université. Le matin, je me suis réveillée à cause de ma mère qui a fait irruption dans ma chambre. Elle m'a dit qu'elle avait passé toute la nuit à regarder les photos des finalistes des concours de beauté et qu'elle avait découvert les traits du visage à la mode. Et puis elle a dit que je n'atteignais pas l'idéal. Mais c'est réparable, poursuit-elle calmement. Il suffit de réparer un peu le nez et de lever les paupières. Quoi? Maman, tu es folle! Et puis elle a laissé échapper qu'elle avait déjà signé un contrat avec une clinique. J'étais hors de moi en colère. Et ma mère m'a immédiatement rappelé la condition. Sans la couronne de finaliste, il n'y aurait pas de signature pour le collège. En serrant les dents, j'ai accepté. Je trouverais quand même en sortir. Nous sommes montés dans un taxi et je me suis regardée dans le miroir du chauffeur. Mon nez est normal. Le médecin va sûrement dire la même chose. Mais en arrivant à l'hôtel, j'ai remarqué des gardes bien costauds à l'entrée. Bizarre, pourquoi était-il là? Ma mère m'a conduit dans le cabinet du médecin, docteur étrange, et il m'a immédiatement regardé de haut en bas. Ah, il n'allait sûrement pas trouver de défaut en moi. Et puis étrange a dit que mon nez était un peu tordu. Et les paupières tombaient. Ok, ça suffit. Il n'était pas question que je me fasse opérer. Puis j'ai eu une idée. J'ai chuchoté à ma mère que j'avais laissé mon baume à lèvres dans la voiture. Elles sont tellement fissurées et c'est inacceptable pour une future reine de beauté. Ma mère m'a regardé d'un air incrédule. Puis elle s'est mise à sourire. J'écoutais enfin ses conseils. Quand elle est partie, j'ai immédiatement ouvert mon sac à dos, j'ai sorti tout mon argent et l'ai remis au médecin. Vous pouvez mentir à ma mère en disant que j'ai des contre-indications? Mais le médecin m'a jeté un regard furieux et m'a ordonné de mettre l'argent de côté. Je l'ai supplié de m'aider, mais il n'a rien dit. Puis maman est revenue. Bon sang! J'ai eu à peine le temps de ranger l'argent, j'avais peur que le docteur étrange lui dise tout. Et tout ce qu'il a dit, c'est que nous pouvions partir. Ai-je vraiment réussi? Et puis, au lieu de quitter l'hôpital, ma mère m'a emmenée dans un des pavillons. Quoi? Ma mère a dit que l'opération aurait lieu dans 3 jours et qu'entre-temps, je resterais à la clinique. Non! Je ne resterai pas ici. Ignorant ma mère, je me dirigeais vers la sortie. Soudain, la route a été bloquée par les mêmes gardes de sécurité. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gardes m'ont reconduit au pavillon. Ma mère a crié que je la remercierais. J'ai essayé de m'éloigner, je n'arrivais pas à croire ce qui s'est passé. Ma mère m'a enfermée dans la clinique pour me faire opérer contre ma volonté. J'ai été poussée dans le service. Puis les infirmières sont immédiatement apparues et ont commencé à m'arracher mes vêtements. J'ai lutté du mieux que j'ai pu, mais bientôt j'étais en pyjama d'hôpital. Les infirmières ont pris mes vêtements et sont parties. Je regardais autour de moi. Toutes les filles dans le pavillon étaient bandées, comme des momies. Certaines avaient des tubes qui sortaient de leurs bandages et qui coulaient d'un liquide dégoûtant. Perc. Je dois partir d'ici immédiatement. Pendant quelques heures, j'ai fait semblant de dormir, écoutant les pas des gardes et en calculant quand elles se déplaçaient dans le couloir. Mais j'allais me faire prendre tout de suite dans mon pyjama d'hôpital. Les voisines ronflaient doucement dans leur lit. Bien sûr, elles n'ont pas été amenées ici par la force. Attends, ça veut dire que personne n'a pris leurs vêtements. Donc, je pouvais les emprunter. Tremblante d'excitation, je me suis glissée sur la table de nuit d'une des patientes et j'ai ouvert la porte. La table de nuit grinça doucement et la jeune fille se retourna sur le côté. Son visage bandé était juste devant le mien. Mais la voisine a reniflé à nouveau. Mais où en suis-je arrivée? Je me suis empressée de me changer et bientôt je me suis glissée dans le couloir. J'espérais que personne ne m'entende. Il n'y avait que quelques mètres jusqu'à la sortie. Soudain, quelqu'un m'a attrapée par l'épaule. J'ai crié. Le garde! Je me suis figée. Et la fille bandée a soudain surgi dans le couloir et a crié que je lui avais volé ses vêtements. C'était la fin. Le garde a appoyé. Où allez-vous? Allez, réfléchis, tu es une future scientifique. Et puis ça m'a frappée. J'ai bâillé et puis j'ai demandé innocemment. Étais-je encore en train de somnambuler? Le garde m'a jeté un regard perçant. Et puis il a dit doucement que sa sœur était aussi somnambule, alors il comprenait. Mais dès qu'il nous a emmenés dans le pavillon et qu'il est parti, la fille a crié qu'elle savait que j'étais une menteuse et une voleuse.
Quand je me suis déshabillée, elle a pris les vêtements de mes mains et s'est dirigée vers son lit. Je suis allée me coucher aussi, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à m'enfuir. Je me suis endormie que le matin. 1 heure plus tard, Docteur Étrange m'a réveillée. Il tenait un marqueur dans sa main. Je me suis immédiatement redressée. Qu'allait-il faire? Le docteur a dit que pour l'instant, il ne ferait que me marquer ou réparer le visage. Non, ne faites pas ça! Mais les infirmières ont saisi mes bras, m'empêchant ainsi de m'échapper. Laissez-moi partir, bande de connards! Étrange tressait déjà des lignes sur mon visage et je ne pouvais que tourner la tête impuissant et je me sentais comme une poupée insignifiante. Finalement, le médecin m'a laissé partir. En plein désespoir, j'ai couru dans la salle d'attente et j'ai demandé à la secrétaire de composer le numéro de ma mère. « Maman, s'il te plaît, annule l'opération !» Mais elle a seulement dit que j'étais encore jeune et que je ne comprenais pas. Les gens valorisent l'apparence, pas l'intelligence. Elle a raccroché. Je n'avais jamais été aussi déprimée auparavant. Et puis la fille à qui j'avais volé les vêtements s'est approchée de moi. J'ai frissonné. Que voulait-elle? Mais elle s'est présentée comme Anne et elle a dit qu'elle avait entendu ma conversation avec ma mère. J'étais si triste et bouleversée que je ne voulais pas parler. Mais Anne a dit qu'elle comprenait parfaitement pourquoi j'essayais de m'échapper. « Ouais, c'est ça, tu comprends. Tu es assise là, toute bandée. » Mais Anne soupira. Elle avait autrefois beaucoup de complexes et elle a décidé de changer de visage. Au début, c'était réussi, mais ensuite... Anne n'a pas pu s'arrêter. Elle a subi 23 interventions chirurgicales. J'ai frissonné. Mais Anne a continué. Conséquence, elle a eu un rejet de tissu et maintenant son visage ressemble plus à un morceau de viande. Son histoire me mettait mal à l'aise, mais Anne a ajouté avec optimisme que Docteur Étrange était son oncle et qu'il aidait déjà à se rétablir. Elle voulait vraiment retrouver son ancien visage et ne plus rien faire avec son visage. Oui, tu ne peux souhaiter cela à personne. Anne a souri tristement et a dit que ma mère faisait une fixation sur l'apparence à cause de complexes. Il faut lui montrer les conséquences avant qu'il ne soit trop tard. Exactement! Je devais lui prouver que la chirurgie plastique pouvait être néfaste. Et puis il changerait d'avis et me laisserait aller à l'université. Et puis j'imaginais un plan. Ça donnerait certainement une leçon à ma mère. Anne était heureuse de l'apprendre et m'a dit qu'elle savait déjà comment m'aider. Anne a rapidement tout expliqué au Docteur Étrange. Au début, elle m'a jeté un regard méprisant mais elle a ensuite accepté. Ce n'était que pour Anne qu'il était prêt à m'aider. Je ne pouvais pas croire à ma chance. Nous nous sommes préparés pendant longtemps et le temps a passé vite. Je suis allée au concours avec le visage complètement bandé. Dès que ma mère m'a vue, elle a immédiatement voulu regarder mon visage parfait. Mais je lui ai mystérieusement répondu qu'il n'était pas encore temps. Je ne montrerai à tout le monde qu'au concours. Alors, tremblante d'excitation, je suis montée sur scène et j'ai commencé à dévoiler mon visage. Au bout de quelques secondes, le public a haleté. Je n'avais pas de nez, pas de joues, pas de bouche. Au lieu d'un visage, un morceau de viande plat. Il y a eu un silence et puis j'ai entendu un cri. Ma mère s'est agrippée à son cœur et est tombée. Au début, je pensais que c'était un malaise. Elle saura mieux que m'envoyer en chirurgie. Mais une minute a passé et elle ne s'est pas levée. Quelqu'un dans le public se pencha sur elle. Pas de pouls ai-je entendu peu après. Immédiatement, ma vision s'est assombrie. « Maman !» Après quelques minutes, une ambulance est arrivée et ma mère a été emmenée aux soins intensifs. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté les bips de l'équipement dans le pavillon de ma mère et j'étais si agitée. Toute ma vie, je pensais que j'étais mieux que ma mère parce que je m'intéressais à la science, mais pas au lit, à l'ongle. Mais il s'est avéré que je n'étais pas plus intelligente parce que je n'avais même pas pensé à ses sentiments. Le soir, je m'asseyais à côté du lit de ma mère et je priais seulement pour qu'elle reprenne ses esprits. Soudain, ma mère a ouvert les yeux. Je me suis immédiatement précipitée pour l'embrasser et en larmes, j'ai commencé à demander pardon. « Maman, c'est de ma faute !» En réponse, ma mère m'a chuchoté qu'elle ne valait pas mieux. Elle voulait me forcer à défigurer mon visage au nom d'un concours. Soudain, j'ai reçu un texte d'Anne. Je l'ai ouvert et j'irai à travers mes larmes. J'ai quand même gagné le concours, au concours du meilleur maquillage. Puis ma mère a craqué et s'est mise à pleurer aussi. Elle a dit qu'elle voulait réaliser son rêve en se servant de moi, mais elle a réalisé que chacun avait sa propre vie. Et elle m'a laissé aller à l'université sans aucune condition. On s'est serrés dans les bras et on a pleuré toutes les deux. Vous avez aimé la vidéo? Alors abonnez-vous et mettez un like. Merci!